Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 181e numéro du Saint-Étienne Night Club. Aïe 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 aïe. Bon, les amis, j'ai peur. J'ai peur de devoir rouvrir mon dossier Saint-Étienne Night Club Ligue 2. Avec tout le respect que j'ai pour Laval, Ajaccio ou Rodez, je vous avoue que je préfère quand même ouvrir les dossiers comme Lens, Strasbourg ou Auxerre. Je préfère qu'on puisse ouvrir le dossier du vrai derby contre Lyon, surtout vu le dernier qu'on vient de vivre, plutôt que le derby de consolation contre Grenoble. Cela dit, avec un destin un peu farceur, on pourrait retrouver un vrai derby en Ligue 2 si Lyon venait à ne pas passer l'épreuve de la DNCG. Bon, je m'égare, on n'est pas là pour parler des voisins, on est là pour débriefer le match de samedi dernier, la défaite contre Monaco à la maison sur un score de 1-3. Et d'ailleurs, notre premier invité du soir était déjà venu dans le Saint-Étienne Night Club une première fois, et c'était après une défaite à la maison sur un score de 1-3 contre un club du sud de la France, mais c'était contre Nice cette fois. Alors désolé, monsieur Benjamin Cornier, mais on risque de faire sensiblement la même émission. Mais bonsoir tout de même, comment ça va ? Bonsoir. Eh ben, écoute, ça va. Même si le week-end n'a pas été très bon, je pensais que j'allais porter un peu chance après les derniers résultats, mais voilà, c'est pas le cas. Donc espérons que ce soit mieux pour les 2 dernières journées. Ouais, on va avoir besoin de chance en plus d'investissement. Cela dit, ça s'est pas trop mal passé pour ton club qui a suivi Saint-Étienne dans ta carrière, parce que Strasbourg a gagné contre Paris. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, un gros match, mais je vous avoue que j'aurais préféré inverser les résultats et Saint-Étienne a un peu plus de points, un peu plus besoin de points actuellement. Donc, je suis content pour eux, mais dommage quand même, quoi. Ouais, on est d'accord. Et il n'est pas seul ce soir, Benjamin Cornier, puisque à ses côtés, j'ai le plaisir d'accueillir un autre ancien joueur vert qui a été son coéquipier avec la tunique floquée EOVI MCD, souvenez-vous. Monsieur Nolan Roux, bonsoir Nolan, comment vas-tu ? Bonsoir, tout va bien, merci. T'as pu regarder le match ce week-end aussi ? Non, j'ai pas pu regarder, mais j'ai vu le résumé. J'ai suivi sur le téléphone en direct, mais que par l'écrit. Très bien. Et malheureusement, oui, déjà j'ai reçu une notification un peu trop rapide à mon goût. C'est un peu ça qui est dommage aussi. Mais sinon après, oui, j'ai suivi le résumé et un petit peu les temps forts de ce match. Ouais, ça c'est terrible, c'est un mal qui nous accompagne cette saison. Dès qu'un petit bout d'espoir arrive, on se fait doucher assez rapidement. Et puis enfin, pour nous accompagner et pour faire remonter vos questions, Paul est avec nous au chat. Bonsoir Paul. Paul. On a perdu Paul. Ah, bah il était avec nous juste avant. Ah, On je a le perdu vois Paul. mute et démute son micro. Bah on t'entend pas Paul, je sais pas pourquoi. Étrange. Je te laisse... Est-ce que vous m'entendez ? Ah, Là, voilà, c'est bon. super. Allô ? Oui, on t'entend. Est-ce que toi tu nous entends ? Yes. Ah, bon, bah, il est Ah bah déconnecté. comme ça au moins. Ah ça y est. Bon, en tout cas, Paul est avec nous. Je ne doute pas qu'il réussisse à se reconnecter dans les prochaines secondes. Et merci à vous qui nous écoutez en live, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. N'hésitez pas à nous faire part, comme vous êtes déjà en train de le faire, de vos réflexions, de vos remarques, de vos questions aussi. On a la chance d'avoir 2 anciens joueurs qui ont été coéquipiers en plus avec le maillot vert. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On les fera remonter. Juste avant de se lancer dans le débrief de ce match et dans l'analyse de la fin de saison des Verts, il faut quand même terminer cette introduction en vous remerciant, messieurs, parce que oui, recevoir des joueurs comme vous qu'on a aimés sur le terrain, qui ont fait plusieurs clubs en France et voir que l'attachement au club est toujours là, et ben ça réchauffe nos petits cœurs de supporters meurtris par les résultats bien mornes. Donc merci de faire encore partie de la grande famille verte. On est toutes et tous ravis de vous avoir dans cette émission. Et justement, vu que vous avez partagé 2 saisons ensemble sous le maillot vert, avant qu'on se lance dans ce débrief, est-ce que vous avez des souvenirs communs que vous aimeriez nous partager ? Est-ce que vous avez gardé contact depuis vos départs du club respectif ? Ou est-ce que depuis 2017, c'est la première fois que vous vous reparlez ? Qui était le préféré des deux de Christophe Galtier ? Enfin bref, donnez-nous du croustillant, quoi. Le préféré. Ah ouais, il y a forcément un préf.
Non, on est toujours. Je commence, hein, Ben, excuse-moi. Oui, on est Ouais, toujours vas-y. resté en contact. On est toujours resté en contact parce que c'est vrai que ben, quand on joue souvent avec des joueurs et qu'on a un peu, je dirais, un peu le même caractère et comportement et ben, on s'entend toujours bien. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on avait une bonne bande de copains, comme on dit. Des souvenirs, il y en a plein, mais en ressortir un en particulier, là, comme ça. J'en ai pas plus que ça, mais des souvenirs de terrain, des souvenirs d'après-match, de victoire et des choses comme ça qui font que, ben, après, des liens d'amitié se créent. Et c'est pour ça on est toujours resté en contact. Alors, on se voit pas tous les jours, hein, comme quand on jouait ensemble, c'est sûr, mais en tout cas, on a toujours des petits messages pour les anniversaires, de savoir comment on va. Et puis, moi, j'avais revu aussi Benjamin quand il était à. Mince, aide-moi. Bourg-en-Bresse. Exactement, voilà, c'est ça. Qui est resté dans la région. Euh, donc moi, je l'avais vu parce que je jouais à Châteauroux en national, donc on avait fait le déplacement là-bas. Mais voilà, quoi, on est toujours resté un peu en contact et on a toujours un peu aussi cet humour propre à chacun. Et bah, pour guider peut-être un petit peu les souvenirs, est-ce que là, sur les 2 saisons que vous avez partagées ensemble, 2015-2016, 2016-2017, euh, c'est quoi, toi, Ben, le match qui t'a le plus marqué émotionnellement, si vous en avez partagé un en commun? Alors c'est vrai que moi, bah, tout ce qu'a dit Nolan déjà, c'est vrai, je partage ce qu'il dit. J'ai toujours plaisir à déjà le revoir quand on arrive à se revoir et même à s'écrire ou sur les réseaux, on est toujours, voilà, toujours bien en contact, donc c'est un plaisir de l'entendre à nouveau. Et malheureusement pour moi, c'était les 2 dernières saisons où on va Oui, dire c'est je vrai que jouais je me un peu suis un moins par peu rapport lancé dans une mauvaise question, là, pardon. Ouais, non, il y mais a pas de, non, il y a pas de souci, il y a pas de souci. J'ai vécu 2 très belles aussi dernières années, mais qui étaient un peu différentes. Mais c'est ce qui a aussi ben, renforcé un peu l'amitié avec certains, et notamment Nolan la dernière année où moi je l'étais un peu mis à la cave. Et moi, un souvenir marquant, c'est pas un souvenir de match, mais c'est quand malheureusement j'ai loupé le match retour de Old Trafford contre Manchester United. Le Et où, fameux Pogba-Sico. exactement. ouais, voilà, et où c'est vrai que Jesse Moulin et Nono bah, savaient que moi je n'avais pas pu y être et que j'étais dégoûté. Et donc il m'avait envoyé une photo en faisant un peu le con comme il a l'habitude de faire en plein Old Trafford avec Jess. Je Et me c'est vrai que rappelle de cette photo. cette photo, je la mets souvent quand je lui souhaite un joyeux anniversaire parce que voilà, ça lui correspond bien. Et alors, il y en a eu d'autres sur le terrain, mais c'est vrai que voilà, encore une fois, c'était des bons moments. Et comme il le dit, on avait vraiment, bah, même en dehors du terrain, plaisir à se retrouver. Et c'est le cas encore maintenant. Bon, et avec tout ça, du coup, c'était qui le préféré de Galtier? Ben, moi, je dirais que ma dernière année, les 3 derniers mois, j'avais eu pour ordre de quitter le vestiaire, donc je sais pas si je suis le préféré. mais Mais c'était non, sous l'impulsion de Galtier ou de la direction? de Christophe, oui, oui, Ok. oui, de lui. Donc, je sais pas si j'étais un de ses préférés. Après, ça fait partie aussi parfois du métier, Ouais. mais de là à dire préféré, non, je pense pas que ce soit vers moi. Je pense Bon, pas. on a été des préférés à des moments donnés, mais moi, pareil, lui, quand il est revenu, quand il a été écarté les 3 derniers mois, moi, c'était les 6 premiers. Et c'est quand je suis réapparu que lui, il est parti, tu vois. Donc, Voilà. Ouais. Donc, on a eu nos petits moments, mais bon, c'est un petit c'est moment comme ça. de solitude. C'est ça. Voilà. Bon, et ben en tout cas, messieurs, sachez que en tant que supporter, je crois qu'on garde quand même tous des très bons souvenirs de cette période-là et de l'ambiance qui régnait aussi au sein de ce groupe. C'était beau à voir. Paul, est-ce que tu es de retour avec nous? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Est-ce que Parfaitement. toi, tu nous entends? Ah, ah, oui, je vous entends. Je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé, tout fonctionnait bien et puis bah j'ai été obligé de tout refermer, tout redémarrer aussi pour que ça fonctionne. En tout cas, bah je suis très content d'être là avec vous. C'est un honneur d'être avec toi, Nolan, et puis Benjamin aussi. Et puis n'hésitez pas à faire remonter des messages dans le chat parce que je vais être là pour pouvoir les remonter de mon côté.
Oui, parce que là, on se rappelle des souvenirs, on évoque des choses sympathiques, mais je vois que dans le chat, ça commence déjà à parler de la direction, de nos chances de maintien commencent à être assez faméliques. Enfin bref, on va se lancer dans tout ça. C'est parti, jingle débrief. Saint-Étienne Night Club, le débrief. Alors messieurs, donc on va revenir sur cette défaite 1-3 contre Monaco ce week-end. Donc avec un but de notre côté de David Ashvili, une reprise du score par Monaco dans les 2 minutes qui ont suivi. Et puis après le troisième but un petit peu syndical de ces derniers temps où on a du mal à garder notre cage inviolée. Globalement, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce match? Benjamin, toi, tu as envie de retenir quoi de ce match? Quelle est l'émotion qui te traverse quand tu repenses à ce match? Bah c'est de la frustration parce que je me mets un peu à la place des joueurs et du club. Bon, quand on sait qu'il reste 3 matchs et qu'on doit absolument gagner un match, qu'on est à domicile, il nous reste 2 matchs. Bon, malgré la contre-performance à Strasbourg, il y avait la victoire dans le derby où il y avait quand même de belles choses, je trouve. Et c'est frustré au bout de 2 minutes déjà de se prendre un but. En fait, c'est vrai que c'est très compliqué après, déjà contre une équipe qui joue le haut de tableau. Et en plus, quand au bout de 2 minutes, tu te prends un but dans la première même occasion de l'adversaire, c'est compliqué. Et je pense que c'est un peu le résumé de cette saison et du match aussi après où David Tajuli arrive à égaliser et où pareil, 1 minute 30 ou 2 minutes après, tu te reprends le deuxième but. En fait, c'est que des coups sur la tête à chaque fois et c'est vrai que ça devient trop récurrent et malheureusement l'équipe encaisse trop de buts pour pouvoir espérer se maintenir quoi. C'est vrai Ouais. que c'est quand même difficile même s'il y a beaucoup d'envie, même si voilà, il y a des choses qui sont quand même mieux, mais il y a quand même trop de défaillances pour une équipe qui joue son maintien et qui veut rester en Ligue 1. Justement, tu parles du fait que tu vois quand même de l'envie, de la détermination. Donc, pour toi, c'est avant tout un souci de niveau global de l'effectif? Ouais, j'en sais rien, moi j'ai pas trop l'habitude et puis c'est pas quelque chose que j'aime de taper sur les joueurs. Non, mais enfin, je pense que c'est Mais- tous des non, joueurs je aussi pour pense. lesquels on a de Ouais, l'affection. Tu vois, des Louis Mouton, des Léo Petro, c'est des joueurs ouais, non, mais. qui ont l'âme du club en eux et enfin, il y a rien à leur Ouais, ouais. reprocher dans l'état d'esprit, mais peut-être que bah, c'est Non, juste pas tout à fait au niveau, quoi. après c'est vrai je trouve qu'il y a des intentions de jeu moi personnellement, quand je les vois jouer, quand je les vois. Les intentions du coach d'aller presser fort. J'ai l'impression que l'équipe finit toujours à la fin un peu sur les rotules et que les seules petites, on va dire, erreurs de leur part, ça paye tout de suite cash et après c'est dur à remonter, même si je trouve qu'offensivement, je trouve que le trio offensif est quand même de qualité. Mais après, je trouve qu'il y a quand même un équilibre qui est pas suffisant pour une équipe, je pense, qui va rester en Ligue 1, quoi. Ouais. Est-ce que Nolan, toi, tu penses que je pense qu'on va pas mal parler d'Orneland ce soir. Est-ce que tu penses qu'il a pris la mesure de ce que ça représentait potentiellement une descente pour la S Saint-Etienne? Est-ce que il devrait pas mettre un petit peu, alors c'est facile à dire de ma position, hein, mais d'eau dans son vin sur la tactique qu'il voulait mettre en place en arrivant à Saint-Etienne? Parce que ouais, on voit des énormes débauches d'énergie, mais est-ce que là, avant tout, il faudrait pas sécuriser cette défense et donc envisager de changer un petit peu de schéma tactique? De schéma tactique, je sais pas, mais c'est vrai que quand il est arrivé, il a tout de suite imposé son style qu'on a tous vu, comme quoi il arrivait avec un objectif le simple, c'était de récupérer des ballons hauts et de mettre beaucoup d'énergie dans les matchs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben, je sais pas si ça lui fait du tort un peu, mais c'est vrai qu'on voit toujours un Saint-Etienne très volontaire. On voit pas des joueurs marcher, on voit des joueurs tout le temps en activité. Simplement, ils sont un petit peu limités. Alors, est-ce que maintenant, il faudrait changer à 2 matchs de la fin? Ouais. Je sais pas. Est-ce qu'il a les joueurs aussi
parce que c'est bien de vouloir changer de schéma tactique ou de jeu, mais il faut avoir aussi les joueurs pour s'adapter à ça. Et lui, en arrivant, il a tout de suite dit qu'il allait presser. Donc, des joueurs, ils savent courir, certes, c'est vrai, mais je trouve que ce sont un petit peu limités. Et en plus de ça, comme l'a dit aussi tout à l'heure Benjamin, quand on a des matchs clés, il y a des moments clés aussi dans les matchs. Et quand on attaque un match à domicile avec une pression de victoire, il faut être honnête, il faut le dire, et qu'on prend un but au bout de 2 minutes, j'ai été joueur, Ben a été joueur. C'est vrai que dans ces moments-là, ça devient compliqué. Ensuite, il y a l'égalisation et tout de suite derrière un autre but. Et ça c'est des signes qui montrent que la saison elle est très 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 compliquée. Alors moi, je suis de nature toujours positive. Je dis qu'il y a encore un espoir, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a des signes parfois qui reviennent trop souvent et c'est pour ça que malheureusement l'ASS est à ce classement-là, parce que il y a de l'énergie, il y a du talent chez certains joueurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une assise à chaque niveau pour pouvoir justement être rassuré avant les matchs ou pendant des matchs ou des moments clés, pouvoir justement passer à côté de ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Parmi les choix de Eric Horneland, il y avait la titularisation de Dylan Nguessan, donc très très jeune joueur. Est-ce que ça vous paraît, vous qui avez justement été joueur, alors je sais que toi, Benjamin, t'as un parcours qui fait que tu es arrivé en pro plus tard que Nguessan. Est-ce que ça vous paraît un petit peu lui cramer les ailes forcément que de le lancer dans un match avec autant d'enjeux à son âge et avec le club dans cette situation? Ou est-ce que au contraire, s'il y a un moment pour le lancer, c'est maintenant? Après, c'est toujours difficile et malheureusement, au vu du match, on peut dire que le coach s'est trompé. Maintenant, je pense que c'est un jeune joueur. Après, il n'avait pas joué depuis longtemps. Je crois que sa dernière titularisation, c'était en février ou Ouais. qu'il n'avait même pas trop joué depuis. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Maintenant, est-ce que derrière, il y avait quelqu'un, que ce soit Sissoko ou Hadji, qui montrait suffisamment aux entraînements et qui pouvait prétendre à prendre la place de Stassin? Peut-être pas. Donc, il s'est peut-être dit, voilà, il va apporter de la vitesse, un peu de fougue. Ça peut être à double tranchant quand tu. Après, je pense qu'il faut pas, moi personnellement, faut pas tomber sur le jeune Nguessan, Bah non, justement. mais c'est sûr que je trouve que c'est pas. Vu comme ça s'est passé malheureusement maintenant, c'était pas, c'était pas un cadeau. Maintenant, ça pouvait être un coup de poker aussi, un gamin qui a la dalle, qui veut montrer. Voilà, mais c'est sûr que. Après, comme a dit Nolan à des moments, je pense que quand tu as des enjeux comme ça et quand tu as vraiment la carotte qui est au bout, c'est de se maintenir. Il faut que tu mettes voilà, toutes les chances de tes côtés et que tu mettes à un moment donné, pour moi, je pense, des gens qui ont l'habitude de connaître un peu ça. Et je trouve que c'est compliqué de, de mettre les clés un peu de l'équipe à un jeune comme ça qui n'a, encore une fois, si c'est un jeune qui rentre tous les derniers matchs, il rentrait à chaque fois. Mais c'était pas le cas, il n'a pas joué quand même depuis près de 3 mois, donc c'est pas du tout évident, quoi. C'est ça qui est étrange avec Nguessan aussi, c'est que, ouais, comme tu dis, souvent quand il y a un neuf qui rentre en fin de match, c'est plus Sissoko ou c'est plus Wadji pour les quelques minutes qui restent quand il est disponible. Et Nguessan, à chaque fois qu'on l'a vu, c'était souvent dans la peau d'un titulaire. Euh, Paul, au niveau du chat, qu'est-ce qui se dit sur la titularisation de Nguessan? Donc j'imagine que les gens sont pas trop durs avec lui, parce que encore une fois, le contexte est tellement dur. Ouais, c'est ça, le contexte est dur. Je viens de poser la question sur Nguessan, donc pour l'instant, il n'y a pas forcément encore beaucoup de retours, mais les gens sont plutôt déçus par rapport à ce qui s'est passé sur la rencontre. Forcément, ça parle beaucoup, normalement, notamment de Cardona, de Davitashvili qui ont raté certaines occasions. Après, sur YouTube, est-ce qu'il y a quelques commentaires sur Nguessan? Il y a Franz qui nous dit, que je salue, qui nous dit Nguessan était trop tendre. Il y a Garania qui nous dit Nguessan, j'ai pas compris sa titularisation. Voilà, je pense que tout le monde comprend à peu près que ça allait être compliqué pour Nguessan. Il y a Didier qui nous dit Nguessan,
on turn Hollande, deuxième fois qu'il le met au départ et le sort à la mi-temps. Donc c'est surtout, je pense, plutôt au coach stéphanois que les gens s'en prennent par rapport à la titularisation de N'Guessan. Et puis on a Guy Dubourgelet qui dit N'Guessan ou pas, tu peux mettre Lewandowski devant. Si ta défense prend 74 buts par saison, c'est voilà, c'est compliqué derrière. Donc voilà, tout le monde, c'est vrai, défend un peu plus Gilles N'Guessan, mais je pense que la plupart des personnes ne comprennent pas forcément le choix. Ben justement, sur la défense, alors, à titre personnel, j'ai trouvé que notre prestation défensive avait pas été si catastrophique que ça. Et je sais pas comment on fait pour s'en prendre 3 alors que j'ai pas trouvé que Nadé avait fait un match horrible. J'ai trouvé que Bernauer avait fait plutôt un bon match. Euh, Qu'est-ce qui cloche selon vous, toi Nolan? Qu'est-ce qui fait que, là je parle peut-être plus un peu plus largement que juste le match de samedi, mais qu'est-ce qui fait que sur Mhm. la saison, on ait une telle fébrilité défensive? Est-ce que c'est un problème de gardien? Est-ce que c'est un problème d'individualité? Ou est-ce que c'est plus global que ça? Moi, je pense que c'est plus un problème d'équipe. Là, on le souligne encore maintenant, mais ça arrivait beaucoup de fois dans la saison où limite l'équipe adverse une demi-occasion et ça fait un but. Ça, c'est souvent un peu la maladie d'une équipe qui est mal classée et qui entre guillemets serre les fesses à chaque occasion pour pas prendre un but. Comme on dit souvent, faut pas le perdre, faut pas le perdre, faut pas le perdre. Et à force de le dire, et ben, le Mm. match on le perd, quoi. Donc je pense que c'est un petit peu ça. C'est aussi une fébrilité défensive qui est là depuis un long moment. On l'avait souligné justement au mercato hivernal qu'il fallait le renforcer à ce niveau-là. Ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, le syndrome défenseur de Saint-Étienne, c'est ça. C'est malheureusement, même si les joueurs ils font beaucoup de replis défensifs, ils défendent, mais la moindre petite occasion, malheureusement, ça fait un but. Et on se dit à chaque fois, mais comment c'est possible de prendre 3 buts? Ben oui, mais sauf que ça fait ça depuis le début, malheureusement. Donc après, je suis pas tous les jours au club. Je sais pas comment le coach travaille à l'entraînement, mais c'est vrai que toutes les petites erreurs qu'il y a depuis le début, ça se répète encore maintenant. Donc les résultats le soulignent à ce niveau-là de la saison. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles qui ont provoqué des pénaltys, qui ont des relances un peu malheureuses dans l'axe, qui débouchent sur une frappe que l'Arseneur ne peut pas arrêter. Pour toi, Benjamin, pareil, c'est quelque chose de global. Ces petites erreurs-là, finalement, ce n'est que l'expression d'une fébrilité plus globale mentalement. Ouais, bien sûr. Après, je pense il y a les chiffres aussi pour montrer quoi. Quand tu prends 74 buts, tu es à plus de 2 buts par match d'encaisser. C'est quasiment impossible en fait de se maintenir, à part si t'en marques 3, 4 à chaque match, mais ce qui n'est pas le cas. Après, quand une équipe est, pour moi, quand une équipe est en difficulté, comme peut l'être le club depuis quelques temps maintenant, euh, c'est pas pour taper sur le coach ou quoi, mais pour moi, il y a énormément d'erreurs qui sont faites parce que les joueurs, les défenseurs, certains défenseurs ou des milieux essayent de faire des relances dans l'axe. Moi, ça, c'est un truc que je comprends pas. Au bout d'un moment, à l'époque, il y avait personne ça dérangeait personne qu'un défenseur allonge devant, fasse Au remonter. contraire, ah ouais, au contraire. Ouais. Non, mais voilà, on fait remonter le bloc. Même les attaquants étaient contents parce qu'ils touchaient des ballons et ils couraient un peu. Maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, il faut que ce soit le gardien qui fasse le jeu, il faut que ce soit le défenseur central qui fasse le jeu. Et au final, tu te retrouves toujours acculé dans ta moitié de terrain. Et quand tu es dans une saison comme ça, où malheureusement, je trouve que des fois, les buts étaient un peu durs parce que comme il dit Nono, une moitié d'occasion, c'est contre toi. Mais quand tu es dans une saison comme ça et quand il y a un peu tout qui est contre toi, pour moi, il faut arrêter à un moment de vouloir jouer, de faire le beau jeu. Il faut serrer, sans dire de mettre un bus devant la cage, parce qu'en plus j'étais quelqu'un d'offensif, donc c'est pas ce que je dis. Mais il faut déjà renforcer un peu l'assise défensive et encaisser moins de buts. Et le nombre d'erreurs et le nombre de buts que l'équipe s'est prise parce que on veut relancer, parce qu'on veut aller presser hyper haut et on se retrouvait des fois, tu avais des 2 contre 2 en phase défensive. C'est pas possible pour un club qui espère se maintenir.
trouve que c'est trop. Alors oui, là ce week-end, peut-être moi aussi je trouve que la défense n'a pas été tant mise en danger que ça, mais tu as quand même 7 frappes cadrées, donc c'est beaucoup pour une équipe qui veut se maintenir et qui veut normalement ne pas encaisser de but. Je- euh, on parle des individualités défensives, on parle de la charnière centrale, mais j'ai l'impression aussi que ce qui diffère pas mal par rapport aux années où vous jouiez à Saint-Étienne, un Pierre Ecoua, par exemple, qui joue en sentinelle, c'est un profil qui est quand même beaucoup plus dans la construction que pouvait l'être un ratisseur de ballon comme Fabien Lemoine, qui était... j'imagine, un poison pour les adversaires parce qu'il avait la dalle sur absolument tout. J'ai l'impression que Pierre Ecoua, là encore ce week-end contre Monaco, il est invisible en fait. Dès qu'on est en difficulté, il est invisible. Mais ça, oui, ben ça, c'est pareil. C'est comme l'a dit Ben. C'est aujourd'hui, on va demander aux latéraux de faire 7 ou 8 passes décisives dans la saison. Mais nous, à notre époque, on ne demandait pas à Bayal Sall de marquer des buts. Et pourtant, Voilà. son Et coup de pourtant, casque mais sur oui, corner. sur corner, mais je veux dire que c'était pas Oui, un objectif. oui, Lui, il oui. était là pour défendre et il relançait à 5-6 mètres de lui et basta. Là, aujourd'hui, c'est vrai, Ben l'a souligné, on demande aux latéraux d'attaquer, on leur demande de presser, on demande à la sentinelle de faire le jeu. Oui, mais bon, quand on est classé comme ça, oui, la sentinelle, elle peut faire le jeu au Paris Saint-Germain, dans les équipes de haut de tableau, bien sûr qu'il faut ça. Mais dans une équipe qui joue son maintien en Ligue 1, il faut déjà des défenseurs qui défendent et des sentinelles qui défendent et qui relancent, certes, qui peuvent faire le jeu, mais plus tard, quand ça ira mieux. Là, aujourd'hui, c'est vrai que l'évolution qu'a eu Saint-Étienne, on n'a pas l'impression que l'équipe joue sa vie en Ligue 1. Quoi. C'est on va essayer de faire des passes D, on va essayer de marquer des buts, mais si on en prend, c'est pas grave. C'est là où c'est un petit peu le problème. Comme l'a dit Ben aussi, le beau jeu, on s'en fout. Quand on est comme ça, on veut juste faire un 0-0, peut-être trois matchs nuls d'affilée, et puis on verra si on peut marquer des buts après. C'est un peu ça qui est dommage. Ouais. Paul, au niveau du chat, je vois que ça parle encore de Horneland. Ouais, ouais, ça parle de Horneland, ça parle surtout aussi des problèmes défensifs du coup. Pour expliquer d'où viennent les problèmes, il y en a qui parlent des latéraux et justement ça rebondit donc sur Horneland. Par exemple sur Twitch pardon, on a Pompoche 2 qui nous dit Horneland fonctionnerait mieux dans un projet comme Strasbourg, je pense, avec des jeunes joueurs non francophones. Après on a des joueurs aussi qui reviennent dans le chat. Par exemple on a Leila Reb qui nous dit Bernouer a été intéressant, Nadé aussi. Après l'équipe est lente, certains ne viennent pas défendre. Il y a un problème entre le milieu et la défense et les deux latéraux très en difficulté. Voilà, il y a quelques noms qui ressortent, mais globalement, je pense que c'est un peu aussi l'ensemble de l'équipe. Et puis on a également Awak X qui souligne que l'Arseneur, sur le deuxième but, il s'est troué. Donc c'est une responsabilité qui est quand même un peu collective. Et puis Patrice sur Twitch qui nous dit notre défense est trop faible sur les côtés. Les latéraux sont bien trop moyens et les adversaires le savent et l'ont compris. Les côtés sont vraiment catastrophiques. Donc globalement sur Twitch, c'est plutôt les latéraux qui ressortent. Sur YouTube, il y a Franz qui souligne que la défense est très faible. Cette fois-ci, Patatra nous dit que Bernauer est responsable sur le deuxième, mais également sur le troisième but. Les latéraux qui ressortent aussi pour Franz, pour Cyril qui nous indique que les latéraux sont trop légers. Underdare qui parle de Petro, de Nadé, d'Apia, d'Equa, de l'Arseneur. Voilà, il n'est pas du tout satisfait de leur performance. Donc il y a quand même pas mal de joueurs qui ressortent, que ce soit au niveau des latéraux, au niveau des défenseurs centrales, et même du gardien avec Gauthier Larsonneur. Ouais, mais c'est sûr que de toute façon, après des matchs comme ça, il y a la frustration aussi qui parle. Mais c'est vrai qu'au niveau des latéraux, euh, là, pour aller un petit peu dans le sens d'Orneland, peut-être, derrière Pierre Cornu, bon, ça n'a pas fonctionné. Et en plus, il est blessé. Ivan Masson, on ne sait pas trop ce qu'il devient. Donc, il n'a pas non plus un milliard de choix. C'est le problème récurrent depuis le début. On l'a souligné au mercato hivernal. On a attendu 2 heures euh, en ligne pour savoir s'il y avait un recrutement de ce côté-là. Au final, il n'y en a pas. Donc c'est le résumé un peu de la saison. Défensivement, sur les côtés, c'est un peu ce qui ressort tout le temps.
Et ça, malheureusement, ça n'a pas été corrigé. Et c'est vraiment dommage parce que oui, le coach, son projet de jeu, il est intéressant, mais c'est vrai que quand on joue le maintien, c'est très dangereux de sortir à des matchs ou de presser comme ça en laissant des 1 contre 1 derrière, sachant que notre défense, elle est un peu plus fébrile. Donc, c'est un peu ça qui ressort à chaque fin de match. Bien. Si on doit quand même retenir des tops et des flops, est-ce que vous faites partie des gens qui, Davitashvili, grâce à son but, mérite d'avoir la meilleure note de l'équipe? J'avoue que on a beau être sous l'égide Peuple Vert, quand j'ai ouvert les notes et que j'ai vu que Davitashvili avait la meilleure note de l'équipe parce qu'il avait marqué un sublime but, et ça il faut le reconnaître, le reste de son match, moi, il m'a tellement agacé. Qui est-ce que vous auriez envie de retenir en top et en flop, Benjamin? Moi, après, j'ai bien aimé, j'aime bien l'activité de Mouefek au milieu de terrain. C'est Ouais. quelqu'un qui se bat. Je trouve que Florian Tardieu revient quand même et de mieux en mieux, je trouve. Et lui, il peut apporter un peu cette expérience. Voilà, je trouve que les deux on fait un match correct. Après, Léo Petro, moi, quand on parle des latéraux, Léo Petro, je trouve que ces derniers matchs, il a été plutôt bon. Au derby, il a fait un gros derby. Là, je l'ai pas trouvé plus sans difficulté que ça, mais non, ouais, s'il y avait un joueur, je dirais peut-être Mouefek au milieu. Ouais. Ok. On va. Du coup, Nolan, je te demande pas, vu que t'as pas vu le match en entier, à moins que tu aies quand même. Si, bah du résumé, moi, Ouais. pareil, comme Ben, je dirais Mouefek, parce que c'est un peu, je vais pas dire le moteur de l'équipe, mais c'est quelqu'un qui peut dynamiser l'équipe par ses prises de balles, par ses accélérations, par sa façon de jouer quand il prend le ballon. Et c'est vrai que oui, moi, j'ai bien aimé. Après, en flop, j'aime pas parler en flop, donc Ouais. je dirais pas, je vais pas ressortir un joueur parce que c'est plutôt le côté collectif qui ressort. Il n'y a pas un joueur qui a marqué contre Socan, il n'y a pas un joueur qui a pris un carton rouge. Donc voilà, après, j'ai entendu beaucoup parler comme quoi Gauthier Larsonneur avait fait. J'ai vu le but, enfin. Voilà quoi, il est pas sorti de son but, il s'est pas troué avec ses mains, donc et puis il a fait aussi un arrêt super important qui évite le 2-0, donc moi je dirais pas lui. Après les autres, bah, c'est vrai que c'est un peu, je dirais, ben, le côté défensif où c'est là où ça revient un petit peu plus. Je vois Pompoche dans le chat qui demande si on a des nouvelles de la blessure de Stassin. Il a donné un interview à un média belge hier ou aujourd'hui, je sais plus, où il disait que c'était pas très grave et qu'il espérait pouvoir être de retour dès le match contre Reims. Donc on verra s'il fait partie du groupe. Pour les tops et les flops, Paul, il y a quoi qui ressort dans le chat? Alors, il y a quand même quelques noms qui ressortent. Certains essayent de trouver des tops, comme sur Twitch avec Awa qui part justement de Mouefek, qui revient bien. On a Pompoche 2 qui nous dit top Bernauer et puis flop Gilan Nguessan. Bernauer, Mouefek qui ressortent pour Awak aussi. Il y a beaucoup quand même ces deux joueurs-là. C'est surtout Mouefek et Bernauer. Après, il y a également Cardona qui ressort, mais dans les flops, certains comme Awak, Cardona, il faut m'expliquer pourquoi il fait un piqué. Top Bernauer, Nadé, flop Cardona pour Céline. Et si on regarde du côté de YouTube, il y a Under Dark qui nous dit flop tous. Donc comme ça, on sait. On voit que ça a été compliqué pour lui d'apprécier le match. On a Enzo qui nous dit que Zuriko Davitashvili a fait un match en dents de scie. Mouefek a été bon, Bernauer aussi. Mouefek également qui ressort. Voilà. Après, il y a Laurent Levra pour finir qui nous dit top Mouefek, Tardieu et également il a bien apprécié l'entrée d'Ibrahima Wadji. Ok, oui, c'est vrai que Wadji a fait une entrée quand même avec un petit peu intéressante. Est-ce qu'il est en train d'arriver en pleine bourre pour les barrages? Si jamais on arrive à accrocher les barrages comme la saison dernière, ce serait beau. De manière un peu plus globale que sur juste ce match contre Monaco, si on parle du projet Kilmer, qui a désormais
presque un an, à 2 matchs près. Est-ce que on peut d'ores et déjà dire que la première année est ratée? Alors, on va pas parler du projet Kilmer de manière générale qui serait raté, mais est-ce que on peut d'ores et déjà dire que l'année 1 est ratée, sachant que dans le journal L'équipe, Larry Tannenbaum a donné un interview où il explique que la Ligue 2 n'est absolument pas un problème, que ça ne change rien à leur envie de s'investir à Saint-Étienne. Et il rappelle que eux, quand ils avaient prévu de racheter le club était en Ligue 2 et avait peu de chances de monter. Enfin, quand ils ont commencé à s'y intéresser. Donc voilà, lui, il rassure de cette manière-là. En tout cas, c'est sa communication. Est-ce que nous, en tant que supporters des Verts, on peut accepter ces explications ou on doit se dire que bah non, pour le club, la vraie progression, ça aurait été de rester en Ligue 1. Cette question était beaucoup trop longue. Qui veut se lancer? Oui, bah, je peux me lancer. C'est vrai que on s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à une année, une première année comme ça. Après, je dirais que la communication qu'il a, pardon, bah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que il y a une descente s'il y a? Est-ce que ça va tout changer? Est-ce que ça va renforcer l'équipe? Est-ce que le projet va continuer? Tout ça, on ne le sait pas et on ne le saura pas de suite. Maintenant, moi, ce que je trouve dommage, c'est que sur cette première année, les premiers mois ont été difficiles et il y a eu un mercato qui, pour moi, pouvait être entre guillemets décisif sur le reste de la saison et qui n'a pas été fait. Donc c'est là où c'est un petit peu dommage. Donc moi, je vais retenir ça. Après, comme tout, hein, chaque fois quand une personne reprend un club, on s'attend à des gros changements, mais de la bonne façon. Là, pour l'instant, c'est pas ce qu'on attendait. Maintenant, si descente il y a, j'espère pas. Est-ce que il y aura un recrutement? Est-ce qu'il y aura plus de jeunes? Est-ce qu'ils vont faire confiance justement à la jeunesse stéphanoise? Tout ça, ce sera dans les semaines à venir. Ouais, Benjamin, je sais qu'en début de saison, ça avait fait pas mal de débats. Il y avait autant de gens pour que contre, j'avais l'impression, sur est-ce que c'est une bonne idée de garder le triumvirat de la direction Rustem, Perrin, Soukas, ou pour garder la continuité, ou est-ce qu'il aurait fallu complètement repartir sur des nouvelles bases et laisser les pleins pouvoirs à Gazidis et ses acolytes. Toi, cette première année, tu l'évalues comment? Bah, c'est vrai que moi j'avais pu être l'an dernier là sur le match de barrage, notamment à l'accession, où j'avais parlé à l'époque avec Loïc Perrin et où c'est vrai qu'il m'avait dit que bah, quoi qu'il arrivait, de toute façon le club allait être acheté et eux ils étaient prêts à que ce soit de la Ligue 2 ou de la Ligue 1. Et ils avaient un plan qui était, on va dire, défini. Maintenant, et il m'en parlait déjà à l'époque de dire que le club, on va dire, la vente a mis du temps. Il y a eu quand même pas mal de chamboulements cet été au club, le fait que les anciens présidents partent au bout de tant d'années. Donc, je pense que ça a compliqué dans un premier temps toute la phase de recrutement de cet été et où le club pouvait pas faire n'importe quoi non plus, même si le club montait en Ligue 1. Et je pense que voilà, comme moi, autant ça m'inquiétait pas trop cet été, on va dire, autant je pense que oui, il y aurait dû avoir plus de choses qui auraient dû être fait, au mercato hivernal parce que la situation était déjà compliquée. Tu commençais à voir que ça allait être compliqué. On avait changé de coach et c'était pas forcément. C'était le moment, moi, je pense, de vraiment mettre un gros coup de collier et de prendre des joueurs. Alors, est-ce que la problématique aussi, est-ce que des joueurs voulaient venir à ce moment-là? À quel prix? Voilà, quel joueur t'aurais pu avoir à ce moment-là? C'est peut-être ça aussi. Je pense qu'il y a plein de questions qu'il est normal que les supporters se posent, mais je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau des décisions. Est-ce que peut-être le président, comme il le dit, ça va pas être un problème pour lui de redescendre? Moi, ça me paraît quand même compliqué parce que
parce que la Ligue 2, quand tu descends, c'est compliqué de remonter. Bah, à part Ça a pour été Metz, compliqué. qui Ouais, à fait part une pour année Metz, sur deux. Ouais, parce que Ouais, Metz a l'habitude. Metz, Mais c'est ça. voilà. c'est ancré. Ils savent qu'en Mais descendant, ils savent qu'ils peuvent remonter. Mm. Mais sinon, Mais le c'est pas le cas reste de tout le des monde. clubs, c'est galère. Et puis, il y a des clubs qui vont monter de national, là, des clubs un peu historiques aussi de Ligue 2. Donc, ça va faire un championnat très compliqué pour les équipes de monter. Donc, voilà. Je pense que, de toute façon, au vu de la saison et du classement actuel, c'est normal de se dire que c'est un échec. Après, eux le voient peut-être pas comme ça, et moi je trouve que c'est dommage d'avoir fait autant d'efforts de monter l'an dernier en Ligue 1, Ouais. de reconstruire le club avec des nouveaux présidents. Je pense qu'avec un nouveau président, je pense que c'est ce qu'il fallait vraiment au club. Les dernières années avaient été, moi personnellement, très, très compliquées de voir quelle tournure et que le club devenait. Donc j'étais content de ça, et je trouve que c'est dommage de perdre du temps dans ce projet-là si le club redescend. Oui, parce que c'est une grosse perte de temps, ça c'est sûr. Au niveau du chat, la première année, est-ce que les gens sont plutôt indulgents et patients ou est-ce que on est quand même plutôt dans l'émotion de non, fait chier? Ouais, c'est ça. C'est plutôt la deuxième option, Ok. malheureusement. Je pense que tout le monde est un petit peu déçu après ce qui s'est passé. On a Pompoche 2 qui nous dit oui, et le Cato 42, oui, une année qui est ratée. Pompoche qui dit également sur Twitch qu'ils n'ont pas suffisamment analysé les manquements du club avant son rachat. On a Romy Marius qui nous parle qu'il n'a pas l'impression que Kilmer voulait qu'on descende en Ligue 2. Pas de recrutement à l'intersaison en défense. Et voilà, certains débattent avec Voul qui nous dit pour moi, oui, elle est ratée, vu le budget du mercato estival, on aurait pu faire mieux, mais quelques circonstances atténuantes quand même. Ils ont hérité d'un effectif très limité avec des gros salaires. Et certains croient quand même au projet, avec Patrice sur Twitch qui nous dit le projet Kilmer, j'y crois pour ma part. Je pense que c'est un projet qui permettra de remettre Saint-Étienne en haut de l'affiche, mais il va falloir être patient. Après, du côté du chat sur YouTube, on n'est pas forcément très satisfait de ce qui s'est passé, mais on a quand même Aurel qui nous dit il faut parfois reculer pour mieux sauter. Rome ne s'est pas construite en un jour, ni Saint-Étienne dans les années 70, meilleur centre de formation à l'époque. Et Saliba va aussi donner à Kilmer environ 10-20 millions d'euros, parce qu'on rappelle qu'il est pisté par le Real Madrid. Voilà. Tout à fait. Après, c'est pas fait. D'ailleurs, ça, on rappelle, hein, c'est assez rigolo de se dire qu'il avait signé à Arsenal à l'époque où bah, il y avait les mêmes dirigeants à Arsenal qui a actuellement à Saint-Étienne, et le pourcentage à la revente avait été négocié, et ils vont en profiter de l'autre côté de la barrière. Euh, Là, on en parle comme si la descente était plus ou moins actée. Euh, Benjamin, pour toi, ça y est, c'est terminé? Bah, j'ai toujours cet espoir, et quand je vois la tournure des matchs de Saint-Étienne, et puis quand je vois des équipes comme Le Havre ce week-end qui gagnent dans les arrêts de jeu, t'as Angers qui va se relancer à Nantes. En fait, t'as plein de. Malheureusement, on va dire, depuis quelques temps, heureusement, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient en difficulté comme Saint-Étienne, et c'est ça qui les tenait aussi en vie, quoi. Hmm. Parce que normalement, à 27 points au bout de 32 journées, normalement, tu n'as pas grand monde encore avec toi. Donc, on va dire que la chance que l'équipe avait, c'est qu'il y avait beaucoup d'équipes dans la même situation. Et là, malheureusement, ces équipes-là, elles commencent à gagner, elles gagnent des matchs importants. Et là où le club n'arrive pas à capitaliser sur leur victoire au derby, où on aurait pu prendre un point derrière, que ce soit Strasbourg ou Monaco. Et là, ça semble quand même compromis. Maintenant, j'ai toujours l'espoir, je reste optimiste, mais ça me paraît quand même compliqué. Toi, Nolan? Ah Ben, il a bien résumé, hein. De toute façon, c'est un peu ça. C'est des signaux qu'il y a depuis un petit moment. Et là, dernièrement, sur cette dernière journée, quand on voit, oui, le Havre qui marque dans les arrêts de jeu, Angers qui gagne contre Nantes, et puis Saint-Étienne qui prend pas de points. Donc, forcément, devant, ça avance un peu. Il reste 2 matchs. Il va falloir aller gagner à Reims et recevoir Toulouse. Déjà, en gagnant à Reims, ça peut donner une information. Après, malheureusement, je ne sais pas ce que les autres équipes y vont faire, mais c'est vrai que quand ils jouent leur maintien et qu'ils arrivent à marquer comme ça dans les arrêts de jeu, généralement, le match derrière, ils ont un peu plus de Hmm. réussite. Donc,
C'est le football, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a il y a des signaux depuis un petit moment. Il y a eu cette victoire contre Lyon où je me suis dit, après un derby comme ça, généralement, ben, derrière, on arrive à engranger des points et on a un peu plus de réussite parce qu'on a été chercher une victoire importante. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et puis les autres, eh ben, voilà, ils gagnent dans les arrêts de jeu, ils prennent des points et tout le monde commence à trembler. Mais bon, mathématiquement, tant que c'est pas fini, on y croit, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il faudrait enchaîner 2 victoires et ça n'a pas été le cas toute la saison. Ouais. Au niveau des matchs qui restent à jouer, Le Havre, ils ont encore Marseille et Strasbourg à jouer. Nantes, ils ont Auxerre et Montpellier à jouer. Sachant que Le Havre, qui a gagné donc contre Auxerre, les mots des Auxerrois à la fin du match, c'était vraiment bon, bah, on n'y était pas, on n'était pas concentré, on était en roue libre, tout ça. Donc c'est vrai que au niveau de l'équité sportive, ça fait un peu mal au cœur de lire ça quand on est stéphanois et qu'on compte sur aussi des contre-performances des adversaires. Alors cela dit, là on parle de se sauver, mais se sauver, ça peut passer par le sportif, mais ça peut passer aussi par l'extra-sportif. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a un certain club de la banlieue de Saint-Étienne qui a actuellement des grosses difficultés financières, qui comptait sur une qualification en Champions League pour combler ce déficit. Et a priori, ça semble mal embarqué pour eux. Est-ce que, en tant que bah, Nolan, tu as fait le Tour de France de la Ligue 1, tu connais bien la Ligue 1, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui te paraît envisageable que Lyon, malgré sa plutôt bonne saison sportive, on va dire, soit relégué administrativement? Je pense pas. Je pense pas. Après, faut pas compter que là-dessus non plus. C'est sûr. Ça, c'est pas, on peut pas miser sur ça Faut tout parce que c'est envisager. pas. Voilà, mais bon, après, on se rassure comme on peut, si on veut. Mais pour moi, un club comme Lyon, je pense pas qu'ils peuvent être relégués en Ligue 2 administrativement parlant, parce que c'est une grosse institution. Maintenant, moi, je suis pas à Lyon, je suis pas dans les petits papiers de Lyon, je suis pas dans les dossiers. Ce qui se dit et la réalité, parfois, c'est totalement différent. Donc voilà, on va attendre, on va regarder, on va lire, mais faut pas, oui, voilà, on peut pas aujourd'hui dire bon ben voilà, même si on perd, peut-être que on a une chance. Non, c'est pas la priorité, c'est pas sur ça qu'il faut compter. Généralement, quand on joue le maintien comme ça et quand il reste 2 matchs, il faut malheureusement, faut pas compter sur les autres parce que tu l'as souligné, comme quoi Auxerre avait dit qu'ils avaient laissé un peu le match entre guillemets, soi-disant. Donc voilà, il faut pas Ouais. compter sur les autres, il faut se concentrer sur soi et la saison est déjà compliquée que si on commence à espérer qu'un club soit relégué administrativement, ouais, non, je pense pas Ouais. que ce soit la meilleure option. Et puis quelle gloire pour la Saint-Étienne de se sauver de cette manière-là, c'est une autre question. Ouais. Et on parle de Lyon, mais il y a aussi des clubs comme Le Havre, comme Reims qui sont clairement visés par la DNCG. On rappelle que si un club est relégué administrativement, c'est le perdant du match de barrage qui serait priorisé pour la Ligue 1. Donc il faudrait quand même accrocher cette place de barragiste. Et toi, vis-à-vis du global de la Ligue 1, Benjamin, au niveau de la crise financière qui traverse la Ligue 1 avec le diffuseur, tout ça, c'est quelque chose que t'imagines que plusieurs clubs puissent se casser la gueule financièrement et donc se retrouver en Ligue 2? Bah, ça m'étonnerait. Après, je connais pas encore une fois. On connaît pas vraiment l'intérieur des clubs et puis on connaît pas surtout tout ce qui va se passer un peu avec les droits télé qui vont baisser, qui vont déjà baisser. Je pense que bah, même moi, je connais rien là-dedans, mais ça me paraît impossible qu'il y ait plusieurs clubs qui soient rétrogradés Hmm. par la DNCG. À la rigueur, des clubs qui vont être au pire interdits de recrutement ou des choses comme ça sur Ouais. l'été peut-être, mais de là à rétrograder 2 clubs de Ligue 1, si tu fais ça, ça veut dire qu'en Ligue 2, tu vas en enlever, si ça se trouve, en fait, non, ça me paraît pas possible. Après, Et puis, ouais. ouais, pour un club comme Lyon, avec Textor et tout son groupe Eagle, là,
je les vois pas, se faire rétrograder. Voilà. Même si Et puis, ça me dérangerait pas trop, mais voilà, on va dire que je les ouais, D'ailleurs, vois pas. ça ferait un mauvais coup de pub. Ça ferait un coup de pub pour la Ligue 1 qui serait vraiment en deçà de ce que peuvent en penser les gens. S'ils venaient à rétrograder 3 clubs de Ligue 1, des clubs en plus emblématiques, ça ferait un sacré coup de mauvaise pub et il n'y a pas besoin de ça. ouais. Et juste au passage, Benjamin, du coup, tu parlais de Lyon. Pour préparer l'émission, j'ai refait un petit peu le tour de ton parcours. J'ai vu que potentiellement, t'avais fait des tests pour entrer au centre de formation de Lyon et que ça s'était pas fait. Ouais, alors ça, j'étais vraiment tout jeune, j'avais, je crois, 10-12 ans. Mais non, ils me voulaient à l'époque, et puis mes parents avaient fait le choix de ne pas me laisser partir parce que j'étais trop jeune, quoi. Et Ok. ce que j'ai compris à l'époque, et j'étais content, quoi. J'avais pas forcément envie d'aller dans un club aussi rapidement, donc non. Et puis après, il n'y a rien eu de spécial, c'était juste vraiment à cet âge-là, quoi. Bon, bah tes parents ont fait le bon choix, tu peux les remercier. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ben justement, donc le prochain match, c'est contre Reims, donc en déplacement face à Reims, et ensuite on recevra Toulouse à Geoffroy Guichard. Pour ce déplacement face à Reims, qui ressemble déjà un petit peu à un match de la dernière chance, quel 11 vous imaginez sur le papier pour le prochain match? Par rapport à l'équipe qui était affichée ce week-end contre Monaco, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez? Alors, ce que vous imaginez que Horneland va faire ou ce que vous aimeriez voir? Ben là, ça va être une semaine de préparation décisive qui va dicter tout le reste de la saison. C'est une finale, hein, parce que si défaite il venait à l'avoir là, je pense qu'après bon, on n'en parlera plus. Mais comment aborder des matchs comme ça? Bah, déjà par la fraîcheur mentale des joueurs, parce que depuis le début, de perdre beaucoup de matchs et que la saison arrive avec le stress de ne pas vouloir descendre. Donc j'espère aussi que la blessure de Lucas Tassin soit rétablie, qu'il puisse justement être aligné de nouveau, parce que c'est vrai que lui, on en parlait depuis le début. Moi, j'avais dit qu'il allait marquer des buts, et au final, c'est un peu un élément fort de l'équipe. Après, Totalement, ouais. quel 11 c'est compliqué de dire un 11 comme ça, de sortir un 11. Ça, je pense que même l'entraîneur ne le sait pas de suite. Je pense qu'il a déjà 2, 3 infos, mais il va voir la semaine comment ça se passe et en gros, qui sera le moins atteint par les situations, qui pourra prétendre à jouer, pardon. Benjamin, ouais. Ouais, bah, un peu ce qu'a dit Nolan. Déjà, j'espère que Stassin pourra revenir devant. Après, moi, je mettrais bien un gars comme Moefek latéral droit. Je crois qu'il a déjà joué. Oui, à ses Il a débuts, il déjà avait fait joué. quelques matchs en latéral droit, ouais. Voilà, je mettrais bien là, et puis après faire rentrer quelqu'un d'autre au milieu. J'avais bien aimé quand Mouton il avait pas mal joué à un moment, notamment avec Dalloglio, il me semble. Ouais. Maintenant, il est peut-être un peu moins bien, ou voilà, un mec comme Holt qui, même s'il revient d'une grosse blessure, c'est quelqu'un que j'aimais bien avant sa blessure. Maintenant, comme l'a dit Nolan, de toute façon, ça va être une semaine où c'est le coach qui va ressentir un peu et qui va voir, suivant la semaine, à quel guerrier il va vouloir amener à Reims, parce que ça va vraiment être ça, hein. C'est un match où là, tu vas le sentir dès la semaine, ceux qui ont un peu peur, ceux qui ont vraiment envie d'y aller. Et voilà, après, il faut espérer qu'ils choisissent les bons pour le week-end Mm. prochain, quoi. Et je vois qu'il y a des gens qui demandent pourquoi Bouchouari ne joue pas. Bouchouari, malheureusement, s'est blessé au dos et ne sera pas disponible jusqu'à la fin de saison. Un petit pronostic? Allez, tant qu'on y est. Nolan? Je dirais 2-1 pour Saint-Etienne. Oh, on l'espère. Benjamin? Moi, j'allais dire 3-2 parce que c'est une équipe, elle encaisse beaucoup de buts. Et là, je me dis, on peut en marquer quelques-uns aussi. Donc, espérons 3-2 pour Saint-Étienne. Allez. Paul, au niveau du chat, qu'est-ce que les gens changeraient à cette équipe? J'ai vu qu'il y a des gens qui parlaient de mots bleus aussi dans les cages. Je suis
pas sûr que pour les 2 derniers Non. matchs de la Ouais. saison, ne plus faire confiance à l'Arsenal soit Non, et une puis bonne idée. ce serait prendre un risque, Ouais. un risque. Là, s'il change de gardien maintenant, déjà, bah, l'Arsenal et lui, on le perd. Ouais. Ensuite, le nouveau gardien qui arrive dans une situation assez critique, et le stress de prendre un but et T'as la qu'il en pression. prend un ou deux, derrière, ça va retomber sur le pauvre gardien, ça va retomber sur le coach. Non, ça, c'est une Ouais. décision qui est pas envisageable. Ouais, c'est ça. Il y a la titularisation de Maubleu qui est revenue une fois. C'était un des premiers commentaires. Après, on a Sosigno42 qui nous dit Stassin, s'il est rétabli, et Bouchoirie aussi. Ça semble être compliqué hein, pour Bouchoirie. Je crois qu'il a repris les entraînements en ce début de semaine, mais de là à le revoir jouer, pour l'instant, je pense pas que ce soit possible. Tout le monde réclame Stassin, forcément, le meilleur buteur stéphanois. Masson également à la place de Apia. Masson qui est rentré en toute fin de match à la 90e contre Monaco. Donc certains veulent revoir Masson, Mouton au milieu. Voilà, quelques choix qui sont demandés par les gens. Et puis sur YouTube, on a Sonino42 qui aimerait voir Cardona en pointe de l'attaque. Et Marie Epina qui est d'accord, elle voudrait voir Cardona. Donc si jamais, j'imagine, Lucas Tassin ne peut pas tenir sa place. Donc beaucoup demandent Cardona en pointe, retour de Bouchoirie. Tout le monde espère un peu pour ces 2 derniers matchs. Ok. Bon, bah très bien. Eh ben écoutez, messieurs, on a fait un petit peu le tour. Il nous reste quand même 4 minutes et on va utiliser ces 4 minutes pour jouer ensemble. J'ai 3 questions à vous poser, donc bien sûr, vous pouvez jouer avec nous dans le chat. Mais si Nolan et Benjamin, vous l'avez ouvert sur un côté, je vais vous demander de fermer ce chat. La première question que je vais vous poser, hop, alors, Le jeu passe. où je suis le plus mauvais, c'est incroyable. Ah ouais, moi aussi. Euh, Le souvenir. Moi, Il y je a- pense que là pour être sympa, hein, franchement, il faudrait nous donner un point chacun et on n'en parle plus. Ah bah, il y en a 3 à distribuer. Il va falloir Ouais, vous mais, départager, ouais, messieurs. mais on fait match nul, on fait un chacun. Bien, on va commencer avec un qui suis-je. Donc je vais vous donner la biographie d'un joueur. Dès que vous pensez avoir le nom du joueur, vous dites votre prénom, je vous donne la parole. Et si c'est bon, vous gagnez le point. Si c'est pas bon, la main passe au joueur suivant. Je commence la pratique du football au Bouffémont ACF dans le Val d'Oise en 1996. Plus tard, en 2007, je rejoins le centre de formation du Stade Rennais, où je remporte la Coupe Gambardella dès ma première saison. Dembélé. Dembélé, non, c'est pas ça. Pour m'aguerrir, je rejoins en prêt l'US Boulogne à l'été 2010, où je ferai mes débuts en professionnel et où je trouve une place de titulaire au milieu de terrain. De retour à Rennes, en ayant vécu des débuts prometteurs récompensés par des sélections avec les espoirs, Frédéric Antonetti me fera jouer régulièrement, notamment en Ligue Europa. Je reste à Rennes jusqu'en... Euh, Oui, en quoi en 2010, t'as dit à Boulogne? ouais, Ah, non, en mais prêt. non, Je reste à Rennes non. jusqu'en 2015 où je suis titulaire mais où quelques blessures viennent réduire mon temps de jeu. En 2015, il est donc l'heure de découvrir le chaudron où je retrouve d'anciens partenaires comme Fabien Lemoine ou Kevin Théophile Catherine. Je fais 3 belles... Ah, Vincent Pajot. Vincent Pajot, Oh putain, effectivement. oh là là Ajax. là là. Bah évidemment, Ajax, ouais. j'ai pris un joueur que vous avez côtoyé, Oui, mais Eh oui. qui a oh fait là là, ouais. 90 matchs quand même sous le maillot vert et Ouais. qui a marqué 6 buts. Et puis qui après est parti à Angers, puis à Metz. Et là, il est au FC Annecy et il joue encore Ouais. à Annecy. Ouais, ouais. Vincent Pajot. Deuxième question. Et là, ça va être une question mutuelle. Combien de matchs a joué l'autre sous la tunique verte? Le plus proche remporte le point. Donc pour Nolan, la question c'est combien Benjamin a joué de matchs avec le maillot vert? Et pour Benjamin, combien Nolan en a joué avec le maillot vert? Ouais, bah, qui commence du Eh coup? ben, allez, Nolan, je te donne la parole. Alors à Saint-Étienne, ouais, en plus, Ben, t'es resté longtemps à Saint-Étienne, toi. Mais j'ai pas Euh, beaucoup joué. ouais, je sais, mais t'es resté longtemps quand même. Donc, allez, moi, je vais dire 110. 110 matchs, ok. Et toi, Benjamin, combien Nolan a joué de matchs à Saint-Étienne? Toutes compétitions confondues, hein, pas que de Ligue 1. Petite compétition. J'ai beaucoup joué la première année. Ouais, deuxième année, t'enlèves 3 Euh, mois déjà. Donc, euh, 80... 80 matchs.
80 matchs, et ben le point va aller à Benjamin, puisque Nolan a joué 77 matchs, donc tu es très très proche. Et Putain, oui. t'étais pas si loin, Nolan, parce que Benjamin a fait 101 matchs En match, hein. avec Saint-Étienne. Ça s'est joué à 9 matchs. Oh, Ouais, ça s'est joué à c'est 9 pas joué à matchs. grand chose. J'arriverai jamais à ce jeu. J'arriverai jamais. Dernière question. Vous êtes des joueurs à vocation plutôt offensive, hein, je crois qu'on peut le dire. Alors, mini question qui ne compte pas déjà pour commencer. Est-ce que vous savez qui est le meilleur buteur de l'histoire du club? De Saint-Étienne Ouais. Oula. Ça peut remonter vraiment à beaucoup, ça. Donc, je sais pas. Je Non, vois pas de quoi aucune tu idée. parles. Un des deux frères, Hervé Révelli. D'accord. Et alors, ma question, du coup, la vraie question, c'est combien de Ouais. buts a-t-il marqué pour la SSE? C'est le plus grand, enfin, le buteur le plus prolifique de l'histoire du club, toute compétition confondue. Combien de buts il a marqué? C'est également le seul joueur à avoir été 7 fois champion de France avec l'AS Saint-Etienne. 200. 200, c'est Benjamin qui a dit 200? Ouais, c'est ouais. Nolan, tu dis Euh, combien? euh, je vais dire, un peu moins, 190. Eh ben, décidément, le point ira à Benjamin parce que c'était 212. 212 Oh, buts Oh, avec l'AS t'es Saint-Etienne. bon, tu dis que t'es pas bon, mais en fait, t'es super fort à ce jeu. incroyable. Ah ouais. Le T'es mec est super solide. fort à ce M'étonne. jeu. Bon, en tout cas, messieurs, on arrive sur la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez écoutés sur YouTube ou sur Twitch ou en replay. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup, Nolan, de nous avoir accompagnés sur cette émission. Merci beaucoup, Paul. Évidemment, comme d'hab, hein, Nolan et Benjamin, vous le savez, le chat apprécie beaucoup votre présence et donc, voilà, vous êtes les C'est bienvenus gentil. quand vous voulez, si vous voulez revenir. C'est gentil, merci beaucoup. On Avec espère pour plaisir. débriefer de la Ligue 1. Ouais. Bonne soirée tout le monde et à la semaine prochaine donc pour le débrief du match contre Reims. Salut tout le monde, ciao ciao.